Bienvenue sur Saga Ancestrale. Installez-vous confortablement, fermez les yeux et laissez-vous emporter par la légende. Si cette histoire apaise votre esprit, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un like. N'oubliez pas la cloche pour ne rater aucune vidéo. La légende du jour est la cité perdue du Zimbabwe, l'énigme des pierres sacrées. C'est parti. Le soleil se levait à peine, étirant paresseusement ses rayons dorés au-dessus des collines vallonnées, lorsque le petit groupe d'explorateurs, guidé par la tendresse de l'aurore, s'enfonça dans la savane bruissante. Les arbres, fiers baobabs et acacias en dentelle, dessinaient sur le sol de fragiles ombres mouvantes, promesses de fraîcheur dans la fournaise à venir. Personne ne parlait. Seul résonnait le craquement discret de leurs pas sur l'herbe sèche et le murmure lointain d'une colombe s'éveillant. C'était le matin du premier contact, le moment où l'histoire, endormie depuis des siècles, s'apprêtait à entr'ouvrir son épaisse couverture de silence, et dans le cœur de chacun, mêlé d'excitation et d'appréhension, vibrait un secret espoir. Au sud-est des terres à perte de vue, là où la lumière s'étendait en nappes roses et oranges, surgissaient d'imposants bouquets de rochers. Ce décor déconcertant paraissait façonné par des mains immenses. D'énormes blocs, polis par les vents et le temps, s'empilaient les uns sur les autres et formaient des monticules, tels les jouets d'un enfant géant. À leur approche, ces amas granitiques révélaient d'étranges détails. Chaque pierre portait les inscriptions du temps, des lignes sinueuses creusées par la pluie, et parfois des motifs mystérieux, comme si quelqu'un, jadis, avait voulu communiquer avec l'éternité. Le chef du groupe, Samuel, marchait en tête. Il s'arrêtait souvent, s'agenouillait près d'un fragment de quartz ou d'une racine, scrutait le sol, puis reprenait la marche, suivant un vieux croquis à moitié effacé. Il tenait le carnet d'une main tremblante, et dans ses yeux dansait la flamme obstinée de ceux qui cherchent ce qui ne peut être dit. À ses côtés, Ariane, l'anthropologue au regard perçant, gardait un silence attentif, absorbant chaque détail du paysage, attentive à la moindre trace d'une présence humaine. Les autres suivaient, enveloppés dans la lumière naissante, emportés par une atmosphère entre rêve et réalité. Ils franchirent un petit ruisseau. L'eau claire coula entre leurs doigts comme une promesse. Un peu plus loin, l'herbe se faisait plus rare, les buissons s'accrochaient aux anfractuosités de la pierre, et la terre changeait de couleur, passant du brun au gris. Sur ces pentes escarpées, une sensation étrange planait, un mélange de magie et de tension tranquille, comme si l'air lui-même chuchotait l'histoire muette de ces collines. Ce fut Ariane qui perçut en premier la silhouette. Debout sur le sommet d'un roc, immobile comme une statue, un guépier au plumage éclatant d'azur et de vert semblait les observer. L'oiseau s'envola brusquement quand ils passèrent, dessinant dans le ciel une arabesque vive, dévoilant alors, derrière lui, un PAN de murs de pierre lisse, couvert de mousse et d'ombre. Curieux et respectueux, ils s'approchèrent du mur. Celui-ci, construit sans mortier, était composé de pierres si parfaitement ajustées qu'on aurait cru qu'un fil invisible les liait. Il formait un cercle, ou plutôt une ellipse, déroulant sa paroi sur plus de 200 mètres. Samuel posa sa main sur la roche tiède, sentant sous sa paume la respiration du passé. Les explorateurs restèrent un long moment sans rien dire, écoutant le chant du vent traverser les brèches, imaginant les voix d'autrefois qui devaient vibrer, ici, dans l'enceinte sacrée. Ils étaient arrivés à Great Zimbabwe, la cité de pierre que les anciens peuples appelaient Zimba-Dzemabwe, maison de pierre. Mais ce nom, pourtant si précis, semblait trop petit devant la majesté des lieux, car ces murs donnaient le vertige. Ils semblaient, à mesure qu'on s'en approchait, magiquement pousser du sol, croître et se déployer comme les racines d'un arbre imaginaire, racontant dans chaque interstice une énigme à déchiffrer. Ariane s'agenouilla devant un morceau effondré du mur. Elle caressa du bout des doigts les détails de la construction. Chaque bloc, pesant plus qu'un homme, était taillé avec une précision troublante, encastré dans son voisin, comme un puzzle dont les pièces étaient taillées pour durer l'éternité. Comment ont-ils fait ? Murmura Samuel, sans s'adresser à personne en particulier. Personne ne répondit.
Seule la brise, chargée d'odeurs de terre et d'herbes sèches, sembla lui répondre. Les oiseaux eux-mêmes se turent, comme pour respecter le mystère. Ils avancèrent encore, longeant l'énorme rempart. Ici et là, des ouvertures s'ouvraient, étroites fentes menant vers un espace plus sombre, un dédale secret de passage. Soudain, à l'intérieur de l'enceinte, le paysage changea. L'herbe cédait la place à des pierres posées en cercle, de petites plateformes, et en leur centre, un cône de pierre s'élevait, défiant le ciel. Ce pilier impressionnant, légèrement conique, défiait toute logique architecturale. Aucune structure n'en serrait sa base, il émergeait seul, comme planté par des mains invisibles, symbole d'un secret enfoui dans la pierre. Le groupe s'arrêta, fasciné, devant ce pilier sacré. Samuel feuilleta fébrilement ses notes. Ariane, absorbée, collait son oreille à la muraille à l'affût d'un murmure. Certains membres du groupe fermaient les yeux, s'efforçant presque d'entendre le battement de cœur de la cité. Un silence impressionnant régnait. Malgré la chaleur qui s'installait, l'air semblait plus lourd, comme s'il portait encore le poids des générations passées. Les contours des collines donnaient à l'endroit l'allure d'un écrin ancien, à demi refermé sur une pierre précieuse. Samuel se risqua à parler, sa voix trahissant un mélange de respect et d'humilité. Ce que nous voyons ici, ce sont les vestiges d'une civilisation capable du grandiose. Aucun mortier, aucune écriture, mais une harmonie, une précision qui défie nos techniques. Ariane, de sa voix douce, ajouta : « On raconte que ces pierres étaient sacrées, qu'elles portaient en elles la mémoire de tout un peuple. Personne ne sait vraiment pourquoi ils les ont assemblées ainsi. Était-ce un palais pour un roi, un sanctuaire pour des dieux oubliés, ou peut-être simplement un abri pour ceux qui connaissaient le langage de la pierre ? Tous posèrent leurs regards sur les blocs gris, cherchant à y lire quelques vérités. Leurs ombres s'étiraient sur les dalles, et eux-mêmes se sentaient infiniment petits au pied de ces murs qui semblaient n'avoir jamais été abandonnés. Ils avancèrent, pénétrant plus profondément encore dans le labyrinthe de la cité. D'autres murs, d'autres enceintes s'ouvraient, parfois ornées de chevrons gravés, de motifs géométriques, autant de signes sibyllins. Près de l'un de ces motifs, Samuel découvrit un petit objet, une perle de verre bleu, si ancienne que sa surface en était piquée, irisée comme une goutte d'aube. Il le montra à Ariane, qui sembla bouleversée par cette minuscule relique du passé. Les ruines s'étendaient plus loin que ne laissaient croire les cartes. Des couloirs étroits, bordés de pierres, menaient à d'étranges places circulaires. Parfois, le sol se creusait, dévoilant des cavités remplies d'éclats d'argile, de fragments de poterie peinte, de coquillages brisés venus de loin. Samuel songea alors à la puissance de ceux qui avaient bâti cet endroit, à leur aptitude non seulement à assembler la pierre, mais aussi à relier dans une même cité des richesses venues de l'océan, des rivières lointaines ou de terres inconnues. Les heures passaient, emportés par la découverte. Ils avancèrent vers un promontoire d'où l'on apercevait toute la vallée. Là, sous la lumière crue, la cité dévoilait mieux ses secrets. Un enchevêtrement de murets, de plateformes, de tas de pierres, qui, ensemble, formaient une symphonie silencieuse. Samuel, assis sur un bloc, se laissa gagner par un sentiment de vertige. Ici avait vécu, aimé, chanté, ri et pleuré tout un peuple. Ariane, silencieuse, ferma les yeux un instant. Elle imagina les processions de femmes portant des jarres ornées gravissant ces escaliers usés, les enfants courant dans les couloirs ombragés, les vieillards se réunissant à la tombée de la nuit, contant l'histoire du monde à la lueur de brasero rougis. Dans ce théâtre figé de pierre, elle entendait presque le chant rythmé des ancêtres, le rythme lent des tambours et le claquement des mains sur la roche. Dans l'enceinte sacrée, le pilier conique, dressé vers le ciel, paraissait alors vivant, respirant l'espoir et la crainte d'un peuple dont le nom s'était dissous dans le temps. Au fil de la matinée, le groupe poursuivit l'exploration. Parmi les pierres, ils trouvèrent des traces plus fragiles. Fragments d'ossements, restes carbonisés,
coquilles d'œufs d'autruche lissées par la main de l'homme. Rien n'était laissé au hasard. Tout témoignait d'un art discret de la vie quotidienne. Les pierres s'animaient, telles les pages d'un livre ancien que l'on déchiffre à voix basse. À midi, ils s'abritèrent à l'ombre d'une muraille. Un lézard doré passa devant eux, calme, comme s'il les invitait à partager le repos de la cité. Le vent, bercé par la chaleur, apportait des effluves de plantes sauvages, d'écorce et de poussière. Samuel partagea un peu d'eau, des fruits séchés. Le silence régnait toujours, mais, dans ce silence, chacun sentait l'éclosion d'une question. D'où venaient ceux qui avaient bâti cette ville? Que cherchaient-ils en érigeant mur sur mur, repoussant chaque fois les limites de la pierre et du rêve? Les pierres sacrées de Great Zimbabwe portaient-elles un message? Et ceux qui l'avaient compris étaient-ils désormais perdus à jamais? Ou bien leur voix attendait-elle juste d'être perçue, un matin comme celui-là, par des âmes prêtes à écouter? Ariane effleura l'une des pierres. Elle pensa à la sous la voûte céleste, alors que le monde n'était encore qu'une mosaïque de terres sauvages et de mystères insondés. Un peuple tenace et audacieux façonnait son destin, pierre après pierre, au cœur des terres méridionales du vaste continent africain. L'écho des premiers temps vibrait dans l'air, porté par le chant des oiseaux matinaux et le murmure du vent entre les collines brumeuses. C'était l'aube du peuple Shona, marqué par la volonté inébranlable de forger une patrie qui survivrait aux aléas du temps. À la lisière d'une savane mordorée, où l'herbe ondoyait sous la caresse du zéphyr, les Shona avaient choisi un lieu aux portes de l'éternité. Cernés de vallées fertiles, parcourus de rivières scintillantes et dominés par d'imposants affleurements rocheux, la région offrait un abri naturel et un terrain propice à la fondation d'un sanctuaire. Certes, la terre pouvait parfois sembler rude, mais elle recelait des trésors. L'or luisant dans les rivières, le granit solide affleurant à la surface, le gibier et les récoltes qui nourrissaient les hommes. Les anciens, secrètement guidés par les voies du passé et les signes de la nature, tracèrent le premier périmètre de ce qui deviendrait une cité. Lors des premiers matins, alors que la rosée perçait les rayons d'un soleil timide, des hommes et des femmes des villages alentours se rassemblaient pour bâtir ensemble. Leurs cœurs battaient à l'unisson, reliés par la force de leurs rêves communs. Les chantiers résonnaient du son sourd de la pierre frappée, du cliquetis des outils façonnés avec patience, du grondement des voix entonnant des chants d'encouragement. Peu à peu, ils érigeaient les murs cyclopéens d'une cité qui semblait surgir de la roche elle-même. Point de mortier ni argile pour consolider ces murailles. Rien qu'une science légendaire transmise de génération en génération, un art de l'assemblage, une connaissance intime de la pierre et du relief. Chaque rocher était choisi, tourné et retourné, épousant avec une précision presque magique la forme du voisin, s'insérant dans la structure comme si la nature avait elle-même préparé l'ouvrage. Ici, la main humaine sublimait le chaos minéral, domestiquait la matière brute sans jamais la dominer tout à fait. Ce savoir-faire valait, aux yeux des Shona, bien plus que tous les trésors visibles. C'était l'héritage des ancêtres, un fil invisible reliant le passé au présent. Les bâtisseurs travaillaient sans relâche sous le regard attentif des anciens et la protection des esprits, glissant parfois un éclat coloré de quartz dans la maçonnerie, porteur de chance et de prospérité. Les enfants, fascinés, transportaient de petites pierres en imitant leurs aînés, déjà habités par la fierté de participer à cette œuvre collective. Nuit après nuit, le campement temporaire s'étendait, bordé par la lueur vacillante des feux, l'odeur du bois brûlé, la promesse d'une cité à venir. Les veillées, orchestrées par le chant du griot, tissaient la mémoire du clan. On racontait les exploits des premiers découvreurs d'or, les légendes des lions géants, les pactes secrets passés avec la forêt. Les étoiles, témoins bienveillants, veillaient sur ces âmes courageuses qui déjà marquaient la terre de leur empreinte. Au centre de la future cité, le point le plus haut fut investi, désigné lieu du pouvoir et de la protection. On y érigea la première enceinte, un sanctuaire aux murs aveugles et puissants. Puis, autour, se dessinaient des cercles concentriques. La basse-cour, lieu de vie et d'échange, la zone des artisans, les espaces de stockage.
Chaque pierre ajoutée renforçait le sentiment d'appartenance des plus humbles aux plus puissants. Nul n'était étranger à la naissance de ce monde neuf. Très vite, de la vallée et des collines, des visiteurs affluaient, animés par la rumeur d'une grande cité en gestation. Certains venaient y échanger de la viande séchée contre des outils en cuivre, d'autres offraient du sel ou des étoffes rares. Les hommes Shona, guidés par le rêve de prospérité, ne refusaient aucun échange, car ils savaient que la richesse est un flux, un souffle qui doit circuler pour irriguer la cité. Sous leurs mains, des routes primaires se dessinaient, traçant des liens vers les royaumes voisins, ouvrant la cité naissante aux échos du vaste monde. L'expansion, certes, apportait ses dangers. Bientôt, des éclaireurs signalaient la présence de bandes hostiles, jalouses des richesses promises. Les défenses, alors, furent renforcées. On ajoutait des tours de guet aux angles des murailles. Des portes massives, taillées dans du bois précieux et cerclées de bronze, venaient clore l'enceinte à la tombée du jour. Cependant, la grandeur de la cité, sa promesse de refuge et de commerce, attirait plus qu'elle ne faisait fuir. Chaque nouveau clan, chaque famille venue grossir les rangs, apportait savoir, légendes, chants et sang neuf. Le marché du matin, bientôt, grouilla de vie. Tapis sous des auvents de roseaux, les étals regorgeaient de victuailles, ignames fumantes, tourteaux, miel doré, fruits d'ébène, racines odorantes. Ici, des artisans présentaient leurs bijoux de cuivre et de perles colorées. Là, l'odeur chaude du pain de mil flottait. Les marchands du Nord, vêtus de tissus flamboyants, échangeaient des verroteries et du sel contre l'or retrouvé dans les rivières. Parfois, un minuscule pépite changeait de main sous l'œil vigilant du devin, qui murmurait les paroles rituelles destinées à écarter la malchance. La prospérité de la cité ne reposait cependant pas que sur l'or ou l'habileté des commerçants. Les Shona, pointilleux observateurs, cultivaient la terre avec dévotion, suivant le rythme régulier des saisons. Les rizières s'étendaient sur les pentes douces, irriguées par l'eau cédée, après de patientes négociations, par la rivière toute proche. Les femmes, parées de colliers de nacre, semaient le mil en cadence, alignant d'un geste sur les graines fécondes. Lors des moissons, chants et danses célébraient l'harmonie retrouvée entre l'homme et l'univers. Dans la ville haute, les temples et les palais s'élèvent, encore plus impressionnants que les premières murailles. Les grands prêtres, enveloppés de longs tissus brodés, levaient les bras vers le soleil lors des grandes cérémonies. Les tambours résonnaient, accompagnés de chants anciens, tandis que le parfum de résine s'élevait en volutes dans le matin clair. On célébrait la force des ancêtres, l'esprit des pierres et celui des sources, priant pour la prospérité et la protection du royaume naissant. Ce royaume, chaque jour, s'organisait davantage. À la tête se tenait un chef visionnaire, l'élu des oracles et du peuple, dont la parole valait loi. Grand parmi les siens, il écoutait les doléances de chacun, s'entourait de conseillers, récompensait la bravoure et la sagesse autant que la loyauté. Sous son égide, nul n'était oublié, si modeste soit-il. Les esclaves, prisonniers de guerre ou faibles de naissance, étaient nourris, soignés. Ils devenaient parfois des membres respectés après avoir prouvé leur fidélité, signe d'un monde où le mérite, plus que la naissance, ouvrait les portes des palais. Le soir, lorsque le soleil sanglant disparaissait derrière les collines bleutées, la vie de la cité ralentissait. Les familles, réunies dans les enclos de pierre, partageaient le repas du soir sous un dais d'étoiles, gardant toujours un œil sur les grandes murailles, promesse de sécurité. Les plus jeunes écoutaient les anciens conter les temps où la forêt était vierge et les aïeux, guidés par leur courage et leur esprit inventif, avaient élevé les premières pierres. Parfois, un vieil homme se levait et montrait la ligne du ciel où se découpait la silhouette massive des remparts, rappelant que ces murs n'étaient pas qu'une protection. Ils étaient le symbole d'une destinée commune, d'une grandeur patiemment construite. De nouveaux quartiers se créaient, plus vastes et ambitieux à mesure que la population croissait. Les architectes de la cité rivalisaient d'ingéniosité, levant des tours circulaires, des enclos mosaïqués où paissait le bétail,
des places pour accueillir les voyageurs et les ambassadeurs des royaumes lointains. Partout, les enfants couraient, pieds nus, dans les ruelles bordées de pierres moussues, transportant les messages de leur mère ou observant les forgerons dompter le feu. La vie bruissait, vibrante et foisonnante, dans toute la cité. Avec la consolidation du royaume, le commerce connut un essor prodigieux. Des caravanes venues de contrées inconnues franchissaient maintenant les lointains déserts, portant sur leur passage les senteurs d'encens, de cuir et de graines d'ambre. Certains voyageurs racontaient que par-delà les savanes, aux rives d'un océan infini, d'autres peuples convoitaient les mêmes richesses, rêvaient des mêmes cités de pierre. Les Shona, pragmatiques, tissaient alors de nouveaux liens, échangeaient or contre tissus chatoyants, ivoire contre sel précieux. Les marchés, au lever du jour, étaient saturés de rumeurs et de couleurs, de gestes rapides et de langues inconnues. La richesse ainsi amassée ne demeurait pas confinée aux instances du pouvoir. Les festivals qui marquaient les cycles du soleil ou les moissons offraient à tous l'illusion d'une abondance partagée. Des danses effrénées embrasaient les places, des joutes oratoires opposaient les plus sages. À la lueur des torchers, des concours de poésie et de musique ravissaient la foule, qui se reconnaissait dans cette culture florissante, riche et vivace. Pourtant, la cité savait aussi la fragilité de sa splendeur. Lorsque la sécheresse frappait ou que telle ou telle bande de pillards menaçait les faubourgs, tous se repliaient derrière les murailles, nouant des pactes avec les esprits de la terre. Les devins scrutaient les étoiles, lisant l'avenir dans les traces d'un animal ou le vol des oiseaux. C'est ainsi que le peuple veillait sur son royaume, attentif au cycle des saisons et à la valse des périls. Avec le temps, les pierres blanches dans la lumière douce du matin, la cité s'éveilla tout entière au bourdonnement de la vie et du commerce. Les ruelles pavées, autrefois silencieuses et solitaires, étaient à présent envoûtées par la magie du mouvement, traversées par des cortèges de bêtes de somme, de porteurs et de négociants venus d'horizons innombrables. Il suffisait d'une simple promenade au hasard des allées pour sentir la transformation profonde de ce lieu. Chaque pierre, chaque mur, chaque volet entrouvert révélait la vitalité nouvelle qui s'était emparée de la cité. Aux premières lueurs, le soleil se faufilait dans la pénombre des places, lançant ses rayons sur les étoffes chatoyantes suspendues aux étals, magnifiant les reflets dorés des bijoux et des ouvrages d'ivoire. Ici, un enfant poursuivait une chèvre dans un fracas de sabots et de rires. Là, un vieux marchand, la barbe toute blanche, ajustait précautionneusement un plateau chargé de poteries ornées de motifs étranges, chamarré pour plaire à des voyageurs venus de bien plus loin que les frontières du royaume. Sur le parvis du marché central, le cœur battant de la cité, se rencontraient les caravanes achevées et celles à peine préparées, venues du nord poussiéreux, de l'est montagneux et des forêts humides du sud. Les cheveux des femmes débordaient de couleurs, les pagnes de soie et les étoffes de coton tissées à la main témoignaient de liens secrets entre l'ancien village languissant et le vaste réseau de mondes mouvants qui se croisait ici. Le roi lui-même, que l'on disait sage et prudent, avait compris l'intérêt de sceller le destin de sa cité à celui des routes anciennes. Au fil des saisons, il avait établi des alliances, protégé les voyageurs et assuré que toute cargaison traversant le royaume serait défendue par ses cavaliers, invincibles sous le soleil. Ainsi, la cité s'était imposée, passage obligé entre le cœur mystérieux des terres noires et l'immensité turquoise de l'océan Indien. Chaque jour, de nouveaux visages apparaissaient. Les marchands d'or affluaient du sud. Ils présentaient des ballots drapés de toile noire, nécessaires au secret et à la sécurité de leurs précieuses cargaisons. À l'intérieur, de lourds lingots, polis avec ferveur, brillaient à l'ombre comme des constellations d'un autre monde. L'ivoire, sculpté en amulettes et en statuettes, voyageait dans de grands fûts cerclés. Les éléphants, sacrés et redoutables, laissaient derrière eux ces traces blanches qui mettraient des mois, parfois des années, à joindre les palais de rois lointains. Le chemin jusqu'aux côtes était long, semé d'embûches et de rencontres. De vastes convois s'étiraient, sous la surveillance silencieuse d'archers qui veillaient la nuit, bras bandés et yeux aiguisés. Parfois, au détour d'un col,
Le cortège croisait un messager venu d'Arabie, la peau burinée par le vent du désert, le regard ardent de celui qui porte des secrets précieux. D'autres fois, c'étaient les guides indiens dont le parler étrange suscitait la curiosité enfantine des habitants et qui s'attardaient parfois, le soir, à raconter sous la voûte étoilée les merveilles de leur terre lointaine, peuplée de palais et de jardins suspendus. Le marché de la cité, plus vaste et plus complexe qu'il ne l'avait jamais été, devint le théâtre de négociations sans cesse renouvelées. Les cris des marchands, en dialectes inconnus, s'entremêlaient aux rires et aux chants, donnant à la place des airs d'éternelles fêtes. De petits bateaux chargés de sel et de perles remontaient le fleuve, tandis que les convois de dromadaires s'apprêtaient à repartir, lestés de tissus colorés, de résines odorantes et d'épices rares. Parmi les odeurs de cuir neuf et de bois poli, celle de l'encens flottait, rappelant à chacun que la cité, tout en s'ouvrant au monde, n'oubliait jamais ses propres traditions. Les anciens, assis à l'ombre des baobabs, voyaient défiler des cortèges plus nombreux à chaque saison. Les enfants, éblouis, rêvaient d'aventures vers l'est, là où la mer s'étendait jusqu'au ciel, ou bien vers le nord, où l'on disait qu'un froid mordant glaçait les rivières et la terre. Les scribes, debout derrière leurs tables sous les arcades, notaient ces transactions sur de grands rouleaux de papyrus, croisant les noms des acheteurs indiens, des négociants arabes, avec ceux des porteurs locaux, des responsables de caravanes et des contremaîtres scrupuleux. Une nouvelle écriture se formait, un langage de chiffres et de symboles, une mémoire silencieuse de la prospérité et de la confiance. Au fil des années, la cité changea de visage et de rythme. De simples maisons de terre battue naquirent d'élégantes demeures. Les façades s'ornaient de frises sculptées, les toits s'élevaient en terrasses d'où l'on apercevait, au loin, la poussière levée par les caravanes à leur approche. Les puits, nécessaires à tant de vie, étaient surveillés avec bienveillance, et les voix des puisatiers résonnaient tout au long du jour. Les orfèvres et les sculpteurs d'ivoire veillaient à raffiner sans cesse leur technique. Dans de petits ateliers emplis de lumière tamisée, ils saisissaient le défi d'innover, de façonner des objets au charme unique, des figurines fines dont la beauté traverserait les océans. Leurs mains expertes dessinaient, gravaient, polissaient la matière blanche ou dorée jusqu'à ce qu'elle chante dans la paume de celui qui la tient. Dans cette effervescence, le mélange des langues et des visages attisait la curiosité, mais aussi, parfois, la méfiance. Les habitants de la première heure regardaient en coin ces étrangers aux vêtements bariolés, mais ils étaient trop fascinés par l'apparition de tissus d'Inde, par l'odeur du poivre ou du safran, et par les récits d'univers fabuleux échangés au coin du feu. Un équilibre fragile se tissait, fait de respect, de besoins communs, mais aussi de rivalité et d'ambitions nouvelles. Chaque nuit, la cité se couvrait d'une quiétude trompeuse. Les gardes montaient la garde, silencieux, ombres attentives au sommet des murailles. Parfois, le hoquet lointain d'un animal troublait l'obscurité, où la lueur d'une lanterne clandestine trahissait un marchand avidement attelé à son livre de comptes. La cité, orgueilleuse et vulnérable, ne dormait que d'un œil, veillant sur la richesse naissante de ses routes anciennes. Bientôt, les marchands d'Arabie arrivèrent plus nombreux, leurs bêtes chargées de ballots parfumés d'encens, de myrrhe et de tissus somptueux. Certains, après de longs mois sur les pistes brûlantes et traîtresses, s'accordaient quelque repos dans la cité, goûtant à la douceur épicée des plats, contemplant la splendeur paisible de la rivière. Ils racontaient, à la veillée, les histoires du grand marché d'Aden, où les richesses de l'Afrique et celles de l'Inde étaient échangées contre les secrets du désert. Dans les caravansérails, la nuit, le partage se faisait plus intime. Les voyageurs, tendant leur bol de lait ou de vin de palme, s'estimaient frères pour la durée d'un feu, évoquant, dans un mélange de langues et de gestes, leur admiration pour la tour majestueuse de la cité, point de passage obligé entre les mondes et la forêt d'ombre mouvante qui bordait les routes. Chaque récit, chaque visage, chaque transaction semblait enrichir la cité d'une promesse nouvelle. Un matin, une caravane étonnante fit son apparition. Elle était conduite par un négociant venu d'un port du Gujarat, la barbe soigneusement taillée, les yeux sombres, vêtu d'un long manteau de soie verte.
Il descendit de son éléphant chargé d'épices rares, salua le roi avec un mélange de respect et d'assurance, puis exposa à la foule les merveilles de son pays. Il décrivit les marchés flottants, les cités où l'on construisait des palais de marbre rose, les fêtes où la couleur et la musique enivraient la foule. Il tendit au roi un coffret contenant un minuscule éléphant en ivoire sculpté parmi les siens. Présent somptueux et amical, promesse de liens commerciaux inédits. Le roi fut séduit, non tant par la richesse du coffret que par la vivacité de ces nouveaux mondes qui frappaient à sa porte. Il fit célébrer un grand banquet au soir tombé. Sous des tentures de raffia fin, les convives étaient servis dans des plats ouvragés de bronze, rehaussés de fruits et de mets épicés. La fête se prolongea dans des chants et des danses, et, au fil des ombres projetées sur les murs, l'idée germa. La cité ne serait plus seulement une étape sur la carte, mais un centre, un creuset où chaque caravane enrichirait le trésor commun d'histoire, de secrets et de luxe. Ainsi, la rumeur de la cité se propagea encore. On en venait désormais de plus loin pour y échanger non seulement de l'or et de l'ivoire, mais aussi de rares manuscrits, les recettes oubliées, les savoirs précieux. Les maîtres orfèvres formaient de nouveaux apprentis. Les négociants arabes échangeaient des mots de leur langue, et les enfants, curieux, mêlés au jeu du soir des répliques étranges, nés du commerce. Aux abords de la cité, le paysage se transforma. D'immenses entrepôts naquirent, gardés jour et nuit, consacrés à la conservation du sel, des grains, de l'or et de l'ivoire. Les pêcheurs des villages voisins eux-mêmes devinrent commerçants. Leurs filets s'ornaient désormais de perles qu'ils troquaient contre de petits objets venus d'ailleurs. Les forêts offraient leurs bois précieux, les collines leur miel, et toute la région vivait au diapason de la foire permanente que devenait la cité. Les routes s'élargissaient, entretenues avec soin, jalonnées de puits, d'oratoires et de statues veillant sur les voyageurs. Les messagers à cheval portaient, en secret, des lettres scellées du roi, assurant à ses alliés que la cité garantirait la sécurité de tous, en échange de leur fidélité et de leur part de richesse. Mais l'or, trésor fascinant, attisait aussi les convoitises. La brume du matin s'effilochait lentement, comme un voile lavé par la rosée, lorsque les premiers pas d'Arien et de ses compagnons résonnèrent sur les galets du vieux chemin. Ils avançaient d'un pas cadencé, assourdis par la mousse humide, guidés par une curiosité commune et la promesse tenace de percer les secrets d'un ouvrage prodigieux qui avait défié le temps, les guerres et l'oubli. Tout autour d'eux, la forêt s'amenuisait, laissant place à de larges clairières où s'amoncelaient les vestiges de bâtisses depuis longtemps abandonnées. Mais c'était très loin devant, à la lisière d'un horizon obscurci par les ombres du matin, que se dressait ce que tous étaient venus voir, les murailles géantes. Lorsque le groupe émergea de la dernière courbe entourée de chaînes séculaires, l'étonnement les saisit tout entiers. Les murailles coupaient la vallée de part en part, happant le regard et l'imagination. Il aurait été tentant d'imaginer que la main d'un être titanesque les avait bâtis en une nuit, tant leur assise défiant la gravité semblait impossible. Blocs énormes, chacun plus haut et plus large qu'un homme, se superposaient en une harmonie parfaite, sanglés par des pierres soigneusement taillées, sans que l'on aperçoive la trace d'un mortier ou d'un ciment. La surface des remparts offrait ce gris d'orage typique des pierres issues du vent et du froid, striées par le temps, encadrées de mousse vert émeraude et de petites fougères courageuses qui s'insinuaient dans les moindres creux. Arien, lui, ressentit tout à coup combien chaque souffle en cet endroit pesait d'une histoire inouïe. À côté de lui, Lys, la plus jeune du groupe, laissa échapper un sifflement d'admiration en levant les yeux vers la cime des murailles. « Tu crois que des géants les ont vraiment construites ?» murmura-t-elle, sérieuse, comme si elle osait à peine troubler l'atmosphère solennelle qui pesait autour d'eux. Personne ne répondit tout de suite. Les uns touchèrent timidement la pierre, du bout des doigts, comme pour s'assurer de la réalité du monument. Les plus courageux tentèrent d'estimer la masse d'une seule assise, émerveillés par l'idée même de devoir hausser un pareil bloc sans l'aide d'engins modernes. Il était encore tôt, et la lumière du soleil se réverbérait doucement contre la surface rugueuse, sculptant les angles et les failles comme pour révéler les millions de gestes impliqués dans cet exploit. Arien, absorbé par cette contemplation,
perçut soudain le bruit furtif d'un pas sur le gravier. Il pivota. Maël s'était éloigné pour faire le tour des fondations. « Regardez » appela-t-il à voix basse. Ils le rejoignirent devant ce qui ressemblait à un alignement de trous réguliers, creusés à intervalles parfaitement calculés tout au long de la base de la muraille. Maël décrivait déjà le geste, posant la main dans les emplacements vides comme s'il cherchait à comprendre la fonction oubliée de ces orifices. « On raconte, dit Arien, qu'ils inséraient ici des poutres de bois, formant un système de levage rudimentaire. Peut-être y glissaient-ils des cordes, utilisaient des rouleaux. Mais, intérieurement, il doutait que l'ingéniosité humaine seule eût suffi. Un sentiment étrange lui donnait l'impression qu'un secret essentiel lui échappait, une sorte de ligne invisible reliant le passé à leur présent. Le groupe reprit sa progression, longeant les puissants remparts vers l'une des portes principales. Le portail original avait disparu depuis des siècles, mais subsistait un immense encadrement en arc brisé, flanqué de sculptures grossières, têtes de lion, serpents tordus, motifs oubliés qu'aucun ne sut interpréter à la volée. Au sol, des morceaux de portes autrefois massives, oxydées et tordues, marquaient encore la frontière invisible entre le monde des vivants et celui mystérieux, inaccessible, des bâtisseurs. Lys s'avança la première, sa main tendue vers la pierre comme pour s'assurer de la bénédiction des anciens. Ses yeux brillèrent. On dirait qu'elle vibre, vous sentez ? Personne ne se moqua. Chacun avait remarqué, à sa façon, cette étrange pulsation qui émanait du monument, comme si le travail de plusieurs centaines d'ouvriers, l'énergie que supposait leur geste millénaire, persistait dans les veines minérales du rempart. Plus loin, ils débusquèrent d'autres indices. Sur la surface, des signes gravés, presque effacés par le temps, des silhouettes stylisées, des fragments de motifs géométriques. Maël s'accroupit devant l'un d'eux, ses doigts effleurant les lignes anciennes. Le grand-père racontait que les maîtres bâtisseurs échangeaient la voix contre la force, la mémoire contre l'efficacité, lors de rituels secrets avant d'entamer l'œuvre. Peut-être que c'est là le secret. Ils marquèrent un temps de silence. Au sommet, inaccessible à l'œil nu depuis le sol, de petites plateformes crénelées laissaient deviner l'organisation d'un chemin de ronde. Arien fut frappé par la rigueur de l'architecture. Rien n'était laissé au hasard. Tout semblait conçu pour résister, non seulement aux assauts des hommes, mais à la colère des siècles. D'un geste d'ensemble, ils contournèrent la muraille, s'aventurant dans une faille où la pierre avait été éventrée par la poussée des racines d'un arbre gigantesque. À l'intérieur, l'obscurité les engloutit un instant, mais le regard s'accoutuma vite à la lumière tamisée. Les murs révélaient ici une structure plus complexe encore. Derrière la première couche apparaissaient d'autres pierres, empilées serrées, créant des vides comblés par des morceaux plus petits. Un puzzle de résistance pensé pour absorber la force des tremblements de terre et des guerres oubliées. Sur une saillie, un moineau à courroux entamait sa journée, picorant dans les interstices quelques insectes, impassible devant l'audace humaine qui cherchait à comprendre ce qui dépassait l'entendement. Un bruit résonna soudain, amplifié par l'écho froid de la pierre. Lys trébuchait sur une dalle inclinée. Sous ses pieds, des traces de crayon noir étaient encore visibles malgré les siècles. Des mesures, peut-être, des instructions pour l'assemblage, jetées là par la main fébrile d'un bâtisseur. Chacun se pencha pour détailler la scène. Édrin, le plus âgé, balaya du regard l'ensemble. On dit que leur science était un mélange d'observation et de hasard. Qu'ils savaient observer la faille du bloc, sentir la sonorité de la pierre, pour choisir la place idéale de chaque assise. C'est un travail d'artiste et de savant. Arien laissa courir ses mains sur la surface, cherchant à ressentir cette intuition ancestrale. Les outils modernes, les grues, les poulies d'acier leur étaient inconnus. Alors il s'appuyait sur la gravité, les plans inclinés, les leviers, la patience. L'ensemble prenait sens, mais la perfection restait sidérante. Ils s'accordèrent une pause. Assis, adossés à la muraille,
Il contemplait le paysage qu'elle surplombait. Les villages en contrebas paraissaient minuscules, conférant au monument une dimension surhumaine. Les nuages glissaient, projetant des ombres mouvantes qui couraient sur la pierre comme l'ombre d'un souvenir. Petit à petit, le vent matinal se leva, sifflant à travers les meurtrières béantes. L'air semblait chargé d'électricité, de ces promesses de pluie qui n'arrivaient jamais tout à fait. Le groupe s'enfonça alors dans la contemplation, chacun replongeant à sa manière dans la lancinante question du comment. Maël se lança finalement. Si nous voulons comprendre, il faut chercher ce que nous ne voyons pas à la surface. Il y a sûrement des passages, des salles cachées. Le cœur battant, ils s'engagèrent de nouveau sous la voûte éventrée, progressant le long de couloirs sombres où la lumière hésitait à pénétrer. Des chauves-souris dérangées par leur venue s'agitaient au plafond, brisant leur silence en feulements aigus. L'air y était plus frais, chargé d'un mélange de terre humide et de poussière minérale. Au fond d'un étroit passage, ils découvrirent ce qu'ils cherchaient, une porte basse, maçonnée puis ouverte bien plus tard à la hâte, peut-être par un ancien pilleur ou un curieux venu avant eux. Derrière, une vaste salle circulaire, dont le dôme de pierre laissait filtrer par endroits une lumière pâle. Au centre, gisaient des fragments d'outils anciens, coins de bois fossilisés, leviers de pierre noire, cordes déchiquetées devenues duveteuses par le temps. Témoignage ténu d'une méthode inconnue, efficace contre la folie du projet. Là, surgit un sentiment d'intime connexion avec ceux qui, autrefois, avaient peiné, porté, ajusté, guidé les blocs massifs jusqu'à leur place juste. On devinait la sueur, les chants rythmant la montée, peut-être même les incantations scandées pour se donner du courage. Lys souleva le coin d'une cordeau, la fit glisser entre ses doigts. « Regarde, Arien, ce n'est pas du chanvre, on dirait une fibre végétale plus fine. Et ces gravures, ce ne sont pas que des instructions. Il y a des chiffres, mais aussi des symboles. Peut-être une sorte de code secret. » À ce moment précis, une lueur intense fit danser les ombres sur la voûte. Le soleil s'était élevé au-dessus des murailles, et ses rayons, passant à travers une meurtrière oblique, allumaient les gravures de la salle d'une lumière d'or. Les contours des signes se précisèrent. Le groupe eut la sensation étrange que la mémoire des lieux venait de leur ouvrir une porte. Pris d'un respect silencieux, ils se mirent à déchiffrer, ensemble, ce qu'ils pouvaient du message ancestral. Il n'était pas question de pierre seulement, mais d'un ensemble d'harmonie, de proportions et de musique. La construction semblait avoir obéi à des rythmes mystérieux, des rapports mathématiques intimes avec les cycles du soleil, les saisons, le mouvement de l'eau et du vent. Comprendre les murailles, ce n'était pas seulement en admirer la force. C'était tenter d'approcher le monde tel qu'il était lorsque l'homme, guidé par son art, croyait la nuit s'étirer en ombre profonde sur le haut plateau et le vent, dans ses allers-retours, fredonnait à travers les fissures des murs anciens comme une chanson oubliée. Le sentier de poussière menait vers le sanctuaire, cœur caché de la cité oubliée, là où même les pas du soleil semblaient ralentir devant tant de silence. Lentement, dans la lumière hésitante du matin, une silhouette s'esquissa à l'horizon. C'était Nia, revenue une fois de plus suite à l'appel discret de la vallée. Les pierres sous ses pieds lui transmettaient leur chaleur ancienne. Les souvenirs des générations passées dormaient dans le sol, tissés autour de chaque muret, de chaque bloc posé là avec patience. Nia, guidée par ce fil mystérieux, avançait, attentive à la respiration du lieu, à ses frémissements presque imperceptibles. Au bout du chemin, là où les arbres s'entrelacent pour former une voûte parfumée, elle découvrit l'entrée du sanctuaire derrière un rideau de vignes sauvages. L'intérieur respirait une fraîcheur inattendue, comme si les murs retenaient la rosée des millénaires. La lumière filtrée dessinait sur le sol des mosaïques mouvantes où s'entremêlaient formes animales et spirales abstraites. Ce matin-là, une surprise attendait Nia, quelque chose qu'elle n'avait jamais vu lors de ses venues précédentes. Posée à l'abri d'un autel de pierre, elle semblait veiller sur la pièce en silence. La jeune femme s'approcha avec lenteur, respectant la paix fragile qui régnait ici.
Devant elle, disposées avec une précision rituelle, se trouvaient 8 sculptures d'oiseaux, taillées dans une pierre sombre qu'aucun lichen n'osait troubler. Lustrées comme du verre par la caresse des ans, elles captaient la lumière dans leurs courbes arrondies. Les yeux frappés d'un éclat doré semblaient surveiller à la fois l'intérieur du sanctuaire et à travers la porte, la vallée entière. Un frisson coula sous la peau de Nia. Ces oiseaux étaient bien plus qu'une décoration. Tout en eux parlait d'un secret trop grand pour être confié à des mots. Elle s'accroupit, observant leur dos bombé, leurs ailes stylisées qui rappelaient plus le rêve que la nature, et pourtant tout dans leur posture disait la vigilance et la force. Le plus central des oiseaux reposait sur un socle orné de motifs géométriques qui semblaient danser, gravés avec un soin infini. Nia porta une main hésitante vers la sculpture. Au contact de la pierre, elle sentit une chaleur sourde, une vibration discrète parcourir sa paume puis son bras. Un bruissement, ténu mais réel, traversa l'air. Ce n'était ni le vent ni la voix d'un animal, mais une présence ancienne qui saluait un nouveau visiteur. Plus tard, rejointe par son grand-père, vieux sage des collines, Nia partagea sa découverte. Elles s'assirent ensemble sur les dalles froides, les oiseaux de pierre tournaient vers eux. Le vieil homme ferma les yeux, posant une main ridée sur le socle du plus grand des oiseaux. Les rides de sa peau semblaient s'ajuster au creux de la sculpture. Il raconta alors que, depuis toujours, les histoires de la famille évoquaient des oiseaux sacrés, gardiens des royaumes invisibles, messagers entre les vivants et les ancêtres. Dans la brume légère du matin, il contait les mythes, chaque mot chuchoté ressemblait à une prière. Ces oiseaux ne s'envolent pas, expliqua-t-il, car ils portent leurs ailes à l'intérieur d'eux-mêmes. Ils ne chantent pas, mais écoutent, recueillant les vœux des hommes que le vent leur apporte. Ils ne plient pas devant la peur, maintenant debout depuis des siècles, veillant sur la cité de pierre lorsque tous s'en sont allés. On disait que parfois, durant la saison des pluies, on pouvait entendre un léger battement d'ailes dans la nuit. Celui des oiseaux de pierre, traversant le temps pour rappeler que la mémoire ne s'efface pas. Ce soir-là, Nia retourna seule au sanctuaire. Les ombres s'étaient allongées et la lune baignait l'intérieur d'une lumière bleu pâle. Les sculptures, sous ce halo, semblaient presque prêtes à se mouvoir. Un silence épais enveloppait la salle, mais Nia s'adossa à une colonne, ferme, rassurée par la présence muette des oiseaux. Elle songea au passé, à tous ceux qui s'étaient agenouillés devant ces mêmes formes, cherchant conseil ou protection, tissant de leurs mains fatiguées les fils de leur histoire commune. Quand le soleil fut levé, la nouvelle s'était répandue. Les habitants des villages voisins vinrent à leur tour, franchissant le seuil du sanctuaire avec crainte et admiration. Les enfants touchaient du bout des doigts la pierre polie, fascinés par ces formes étranges qui ne ressemblaient à rien de connu. Les anciens échangeaient des récits, affirmant que les oiseaux de pierre figuraient sur les étoffes anciennes et au revers des amulettes. Certains disaient même les avoir vus dans leurs rêves, silhouettes noires se détachant sur des cieux ocres, guides silencieux veillant sur ceux qui habitent la terre du Zimbabwe. Des chercheurs venus de la ville, yeux brillants d'impatience, s'avancèrent prudemment parmi les villageois. Ils examinèrent les sculptures sous tous les angles, prirent note de chaque détail, tentant de remonter le fil du temps jusqu'aux mains qui, un jour, avaient façonné ces oiseaux. Mais plus ils étudiaient la pierre, plus elle leur échappait. Les symboles gravés échanguaient leurs secrets à voix basse, refusant de se laisser capturer entièrement par les mots ou les mesures. Les oiseaux demeuraient énigmatiques, sentinelles muettes dont la force ne tenait ni dans leur taille ni dans leurs matériaux, mais dans le mystère dont ils étaient tissés. Avec le temps, une transformation s'opéra. Les villageois, puis la nation entière, choisirent d'adopter ces oiseaux de pierre comme emblème. Des dessins apparurent sur les moulures des portes, des broderies sur les vêtements, des tatouages sur les bras des jeunes. Petits porte-clés, pendentifs, estampes circulaient partout, offrandes silencieuses à ceux qui s'étaient tenus debout face à l'histoire. Dans les écoles, on enseignait désormais aux enfants le pouvoir des oiseaux, leur rôle de gardien,
leur sagesse silencieuse et leur capacité à réunir le passé et le futur. Chacun portait en lui une image d'oiseau de pierre, non comme simple figure, mais comme un phare vers l'identité retrouvée. Au crépuscule, la cité de pierre s'embrasait d'un or doux. Des processions levaient leur voix en direction du sanctuaire, brandissant des bannières décorées d'oiseaux, accompagnées par le battement grave des tambours et la pulsation régulière de milliers de pieds foulant le sol en rythme. Dans le sacré du sanctuaire, la lumière tombant par la porte illuminait la courbe parfaite du bec, la ligne tendue du cou, le regard de Pierre plongé dans l'infini. Cette nuit-là, Nia, debout parmi les siens, sentit grandir en elle quelque chose d'indescriptible. La fierté tranquille d'appartenir à un peuple dont la mémoire ne s'était pas éteinte. C'est ainsi que les oiseaux de pierre devinrent les gardiens visibles du Zimbabwe moderne, symbole vivant de la résistance face à l'oubli. Ils vécurent dans le cœur et le langage, dans les récits murmurés et dans la prière silencieuse lors des longues veillées. Utilisés sur les monnaies, gravés sur les armoiries et les sceaux, ils rappelaient à chacun leur origine commune. Mais pour Nia, et pour tous ceux qui connaissaient l'histoire intime du sanctuaire, les oiseaux de pierre ne furent jamais réduits à des images. Parfois, en fin d'après-midi, quand tout redevenait paisible, elle retournait s'asseoir près d'eux, écoutant le bruissement infime qui montait de la pierre. Elle savait, alors, que le dialogue se prolongeait au-delà des mots, que la pierre, patiemment, continuait de recueillir les rêves, les peurs et les espoirs du peuple. La solidité des oiseaux de pierre n'était pas qu'une affaire de quartz et de diorite. Elle tenait au courage des hommes et à la tendresse de ceux qui se rappellent. Le sanctuaire, redevenu vivant, vit défiler les solitudes et les réjouissances, les demandes timides et les promesses tenues. Les familles venaient célébrer les cycles de la nature, les naissances, les récoltes, ou simplement poser la main sur la pierre, confiant sans un mot aux gardiens silencieux le secret de leur passage sur terre. L'atmosphère, baignée de parfums de feuillage, de senteurs de fleurs sauvages et du souffle frais du soir, enveloppait chacun d'une douceur invisible et protectrice. La cité, jadis abandonnée, respirait à nouveau. Les oiseaux, dans leur immobilité, traçaient au fil des saisons le lien profond unissant la terre, les hommes et l'esprit du lieu. Leur regard de pierre plongeait bien plus loin que le visible, jusqu'au cœur de ce qui fonde une mémoire collective et anime le désir d'avancer ensemble. Et dans les nuits paisibles, lorsque tout devient silence, que les étoiles peignent les murs d'ombre, il arrive encore que quelqu'un, près des oiseaux de pierre, croit entendre un battement d'ailes, l'écho doux de la promesse faite à la cité. Ici, rien ne sera jamais perdu point en raconte, lorsque la nuit enveloppait l'oasis de parfums d'ambre et d'encens, qu'il existait sous la grande cité perdue un labyrinthe souterrain, vaste comme le silence, où la lumière d'or dormait depuis des siècles. Des vieillards assis sous les auvents bleu cobalt, caressant de leurs doigts fripés les cruches de cuivre, murmuraient à leurs petits-enfants que la ville elle-même n'avait été bâtie qu'à cause de ce secret scellé dans les entrailles de la terre. Les légendes étaient aussi anciennes que les pierres brunes et dorées de la cité, fruit des murmures portés par le vent entre les colonnades et les palais enjambant la plaine sableuse. On disait que la richesse qui avait attiré jadis le roi Salomon et la reine de Saba n'était autre que celle-ci, des veines de métal scintillant courant sous la ville comme les racines d'un arbre éternel. Des salles immenses et voûtées, creusées par des mains inconnues, y cachaient d'innombrables statues, urnes et masques aux traits idoles et hiératiques. Tout ce que l'ingéniosité des hommes savait façonner à partir de l'or engrangé lors des siècles fastueux. D'autres racontaient encore, les soirs de pleine lune, comment la reine de Saba, enveloppée de soie pourpre, était venue visiter Salomon, guidée non par la simple curiosité ou par le désir de tester la sagesse du roi, mais par la faim des trésors fabuleux dont on disait que les murs de sa ville regorgeaient. On voyait dans l'aridité brillante de ses yeux le reflet de la convoitise, et, selon les plus vieux conteurs, Salomon lui-même céda au mirage de cet Eldorado, entamant des années de quête et d'alliance pour découvrir la source de toute cette lumière insondable. Certains affirmaient que la reine portait dans ses bagages des coffrets ciselés, remplis d'épices rares, de gemmes et de présents, mais qu'elle avait également glissé dans le caveau d'une de ses caravelles un fragment d'une carte, offerte de génération en génération,
indiquant le chemin jusqu'au cœur de cet empire d'or souterrain. Salomon, manipulateur et fin stratège, aurait réussi à gagner ses faveurs avec des énigmes, mais lui aurait subtilisé, par la ruse, le fragment de carte et ainsi perçu l'écho d'une promesse dorée. C'est de cette époque, dont la vérité s'efface derrière le mirage des siècles, que naquit le mythe du trésor. Les habitants de la cité eux-mêmes, tout en niant hautement son existence, piquaient la curiosité des voyageurs par des bribes d'histoire, mêlant réalité, désir de grandeur et crainte de la cupidité étrangère. L'or, disait-il, n'était pas fait pour être possédé, mais pour être rêvé, miroir de l'âme humaine, capable de révéler le meilleur comme le pire. Pourtant, malgré les ombres et les secrets, la cité prospéra, bâtissant ses temples, ses arcades et ses jardins suspendus sur une légende si tenace qu'aucune génération ne parvint à l'effacer. Des fresques miniatures, cachées dans la pénombre des tombeaux, montraient des processions portant des vases dorés, des coffrets incrustés de turquoise et de lapis-lazuli, tout un peuple prisonnier d'une splendeur invisible. Lorsque les siècles glissèrent, répandant l'oubli sur la cité, les sables commencèrent à la recouvrir. Mais les légendes circulèrent, portées de port en port, de caravane en caravane, jusqu'aux oreilles d'autres peuples. Parmi eux se trouvaient des marins d'Europe, des navigateurs et des rois avides d'étendre leurs empires, fascinés par le récit d'une ville où l'or coulerait comme un fleuve souterrain. Dans les boiseries laquées de salons feutrés au nord, sous la lumière capricieuse de bougies dansantes, les érudits feuilletaient de vieux grimoires, annotaient des cartes fanées et s'échangeaient les noms de ceux qui, seulement hier, juraient avoir vu des lampes brûler sur des terrasses d'or pur. Ce fut à cette époque que les premières expéditions furent lancées, armées de boussoles, de rêves et des ambitions les plus folles. Les récits espagnols, hollandais ou portugais s'enrichirent de nouveaux détails à chaque retour d'un navire, chaque récit déformé par la nostalgie ou la fièvre des mirages. On parla d'un archipel secret, abritant la cité. On décrivit aussi des grottes gardées par des sphinx d'onyx et de quartz. Les noms de Salomon, de la reine de Saba, s'enchevêtraient avec ceux d'aventuriers disparus, frères de fortune et rêveurs inconsolés. Il se racontait que l'un de ces capitaines, à qui la brise rapportait l'écho des légendes d'or, avait découvert, au hasard d'un détour dans le désert, des stèles gravées de symboles inconnus, où apparaissait la silhouette d'une femme couronnée offrant un calice à un roi assis sous une arche incrustée d'or. L'homme rentra, bouleversé, persuadé d'avoir frôlé la vérité. Son récit déclencha bien d'autres quêtes, chacune plus folle que la précédente, attisant la convoitise des grandes puissances européennes. Mais la cité, elle, restait silencieuse, murée dans le secret de ses catacombes, les murs érodés par des siècles d'oubli, effleurés seulement par le chant du vent. Les chercheurs d'or traversaient les dunes, affrontaient les tempêtes, déchiffraient les antiques hiéroglyphes, losanges et spirales tracés dans la poussière. Mais chaque fois, la cité leur échappait, glissant dans l'ombre comme un poisson d'argent dans un lac secret. Il arrivait que, certains soirs d'orage, des caravanes au dos des dromadaires s'approchent du rempart écroulé, laissent un instant graver leur silhouette sur la ligne d'horizon, avant de disparaître, laissant derrière elles comme un parfum de mystère. Les chansons des chameliers, portées par le vent, répétaient les noms des souvenirs perdus, mêlés à la promesse mystérieuse de richesses jamais conquises. Lorsqu'un groupe d'Européens, emmenés par un certain noble aventureux au manteau brodé, parvint un jour après 1000 difficultés au pied des murailles ensablées, ils crurent sentir sous leurs pas le battement d'un autre cœur, celui de la cité enterrée et vivante, palpitant dans l'attente. La lune achevait son ascension, blanchissant la silhouette des colonnes effrangées. Dans le silence, il leur sembla entendre une rumeur sourde, presque imperceptible, comme si les murs murmuraient encore les anciennes histoires de la reine de Saba et du roi Salomon. L'un des aventuriers, les yeux fixés sur les brèches où erraient les ombres, crut percevoir un éclat doré dans la fissure d'une dalle. Il s'approcha, effleura la pierre, mais ne trouva qu'un minuscule fragment de mosaïque, doré par les siècles et la lumière lunaire. Tandis que ses compagnons fouillaient les recoins, chaque crevasse semblait une promesse, chaque pierre retournée laissait pressentir la proximité du trésor. Pourtant rien,
sinon la rumeur du vent, les grains de sable qui glissaient lentement, la chaleur résiduelle du jour. Ils passèrent plusieurs nuits dans les ruines. À chaque aurore, ils étaient rattrapés par la même sensation d'irréalité, celle d'avoir effleuré un rêve qui se dérobe. Parfois, les minarets renversés projetaient sur les dunes l'ombre d'un sceptre ou d'une coupe. Parfois, le chant d'un oiseau solitaire faisait résonner les chambres vides comme si elles veillaient sur des secrets anciens. À force de fouilles et de questions, ils rencontrèrent des habitants du pays, qui, d'un geste de la main, leur indiquaient des directions imprécises ou répondaient par des paraboles sur la vanité des désirs humains. Dans leur veillée, les Européens consignaient leurs doutes, leurs espoirs, la poussière dorée ramassée dans le creux d'une pierre, les histoires de guides mystérieux, de mirages qui enflammaient l'horizon. Ils finirent par se rendre compte que la quête du trésor n'était pas seulement matérielle. Chacun, en poursuivant la lumière de l'or, poursuivait aussi un reflet de sa propre âme, de ses espoirs cachés. Il se murmura dans leur camp que le dernier descendant d'une lignée antique, gardienne du secret, vivait encore à la lisière du désert, un vieil homme presque aveugle, qui, selon certains, connaissait le vrai chemin vers la chambre d'or. Les plus obstinés partirent à sa rencontre, guidés par les derniers indices, les échos de leur obsession. Ils trouvèrent en effet, non loin d'un puits solitaire, l'homme vêtu de blanc et d'ocre, assis sur un tapis élimé. Sa maison, pauvre mais baignée de lumière, semblait née de la poussière même du désert. Ils s'assirent autour de lui, s'abreuvant de ses paroles lentes, comme si chaque mot pouvait contenir la clé de l'énigme. L'homme raconta alors, d'une voix voilée, comment le vrai trésor de la cité n'était peut-être pas dans l'or entassé sous les arcades effondrées, mais dans la sagesse patiemment transmise, dans le souvenir du partage entre Salomon et la reine de Saba, dans la paix gagnée après la convoitise et la guerre. L'un des Européens, dont les mains tremblaient légèrement, osa lui demander s'il existait, caché quelque part dans les profondeurs, une salle d'or massif telle que la décrivent les légendes. Le vieil homme écouta longuement le silence avant de répondre. Il dit que parfois, dans le sommeil profond de la cité, il rêvait d'un escalier en spirale, descendant sous la grande fontaine, vers une porte scellée où veillait un gardien sans nom. Par-delà cette porte, disait-il, la lumière de l'or n'avait pas la dureté froide du métal, mais la chaleur tranquille de l'aurore sur les pierres et les figuiers. Ceux qui désiraient entrer devaient déposer leurs armes, leurs colliers, jusqu'à n'être plus que dépouillés de tout. Et alors ouvrait une dernière porte qui donnait, non pas sur l'or, mais sur la vision de la cité elle-même, intacte, vivante, tissée de rêves au cœur du désert. L'histoire s'acheva dans le murmure du vent et le froissement des voiles blanches. Aucun des explorateurs ne repartit avec la certitude d'au début, la cité brillait encore dans la lumière dorée d'une aube paisible. On disait que chaque lever de soleil frappait les hauts murs d'un éclat presque surnaturel, comme si la pierre elle-même renvoyait encore le souffle des anciens bâtisseurs, invoquant le souvenir des premiers jours. Mais à mesure que le temps avançait, que les générations passaient, la splendeur semblait s'effriter, lentement mais inexorablement, comme du sable qui s'échappe d'un poing serré. Les premiers signes furent invisibles, perceptibles seulement à ceux dont l'âme était attentive à la cité et à ses humeurs. Un jour, le grand puits central, si profond qu'on racontait qu'il touchait le cœur du monde, donna moins d'eau. Les porteurs revinrent dans la matinée, les jarres à moitié vides, l'étonnement inscrit sur leurs visages poussiéreux. Les puisiers abaissèrent des cordages plus loin dans l'ouverture sombre, mais ne rencontrèrent que le fond sec, vêtu de boue craquelée. Les charpentiers, qui d'habitude travaillaient à longueur d'année, eurent davantage de temps libre, car moins de maisons nouvelles se bâtissaient. À l'aube, les marchés tardaient à se remplir de couleurs et de voix. Ici, la corbeille de figues vidée plus tôt, là, l'étal du potier déserté. Pourtant, la vie semblait suivre son cours. On chantait dans les cuisines, on dansait dans les cours après la moisson. Tôt ou tard, on apprenait que quelque chose s'étiolait, comme un lierre qui finit par se dessécher quand la terre ne nourrit plus sa racine. Peut-être aurait-on pu y croire longtemps encore, si les rumeurs n'avaient pas voyagé plus vite que les caravanes du sel. On parlait de la rivière devenue capricieuse,
de pluie qui ne tombait plus que de loin en loin, d'une étendue stérile s'agrandissant chaque année entre les cultures, comme si la cité s'enroulait doucement dans un désert qui prenait de l'assurance. Les anciens, assis sur les bancs de la grande place, levaient les yeux vers le ciel à tour grave et résigné. Ils racontaient que les dieux s'éloignaient, que la cité n'avait plus le cœur léger ni la générosité d'antan. Les enfants, drapés dans des tuniques usées, couraient dans les rues en riant, ignorant tous des soucis des adultes. Mais bientôt, eux aussi apprendraient à chuchoter dans les ombres, à ramasser chaque graine échappée, chaque goutte d'eau oubliée. Un matin, dans la fraîcheur hésitante de l'aube, la cloche de la tour sud sonna, non pas comme à l'habitude à la 3e heure, mais bien plus tôt. Les portes du marché restèrent closes. Les cultivateurs, les mains calleuses, déambulaient sans leurs outils, ou bien restaient assis longtemps sur le seuil de leur maison, les regards perdus au-delà des murs de torchis. Un vent sec soulevait la poussière, voilant le soleil d'un halo pâle. Des chiens errants hantaient à présent les artères principales, là où autrefois la foule affluait. On disait que le fleuve s'était encore retiré, ne laissant derrière lui qu'un éclat pâle, tremblant dans la lumière du soir. On murmurait que les commerçants venus de l'Est n'étaient plus revenus depuis des lunes entières, se détournant de la cité pour d'autres terres, plus abondantes, plus sûres. Entre les maisons, les fontaines n'offraient plus qu'un filet d'eau sombre, chuintant sur la pierre sèche. La vigne s'enroulait encore vaillamment autour des treilles, mais ses feuilles semblaient plus fines, pâlies, piquées de taches jaunes. Au fil des mois, le silence s'installait, dense, palpable comme un brouillard. Les artisans se retrouvaient moins nombreux dans la halle. On y entendait les outils marteler la pierre, mais ces sons semblaient vides, sans élan. Les enfants, d'ordinaire bruyants, jouaient désormais à l'ombre, murmurant entre eux les histoires noires que les adultes refusaient d'écouter. Parfois, la nuit, on croyait entendre des pleurs portés par le vent, ou bien des chants funèbres venant des quartiers désertés. On chercha les coupables de ces maux nouveaux. Certains accusaient les dieux offensés, d'autres désignaient les chefs qui n'avaient su prévoir les temps difficiles. Mais la vérité, mystérieuse et fuyante, se cachait dans chaque fissure du plâtre, dans chaque brise qui faisait frémir les portes-lampes vides. Était-ce le soleil qui avait changé sa course, l'eau qui avait oublié la cité, la terre fatiguée de porter tant de monde, ou les guerres lointaines qui avaient fini par couper les routes du commerce et de l'espoir? Nul ne savait, et chacun se murait dans ses certitudes ou ses craintes muettes. Les portes, longtemps gardées jour et nuit, restèrent ouvertes. Les vieux, ceux qui avaient connu les années fastes, regardaient vers la vaste plaine, tentant d'apercevoir l'arrivée de secours, d'une pluie attendue, d'un cortège venu d'ailleurs. Mais la route demeurait vide, s'effaçant peu à peu dans la poussière et les herbes folles. L'été avançait, écrasant la cité de sa chaleur, figeant les souvenirs dans une lumière blanche sans pitié. Peu à peu, la ville sembla se tasser sur elle-même. Les maisons les plus lointaines, bâties hâtivement au temps de l'abondance, furent les premières abandonnées. Les portes claquèrent au vent, les tuiles tombèrent une à une. On disait qu'on entendait, les matins de brume, les soufflettes des esprits anciens, ceux qui avaient vu naître les premiers murs. Ceux qui partirent emportèrent peu de choses, un baluchon de vêtements, une poignée de graines, parfois un outil dont ils ne se sépareraient jamais. Les familles se regroupèrent dans les quartiers centraux, là où il restait un peu d'eau, un peu d'ombre. Les enfants, les yeux creux, apprenaient à reconnaître dans le visage des parents une inquiétude qu'on ne savait plus cacher. Pour ceux restés, la cité ne fut plus qu'une enveloppe jaunie. Les larges avenues devinrent des sentiers étroits, semés de débris et de souvenirs. Quelques lampes brûlaient encore à la nuit tombée, derrière les volets clos, comme des lucioles perdues. Mais souvent, on n'osait plus sortir après la brise du soir. On disait que des ombres glissaient entre les murs, furtives, nostalgiques, attachées au passé, qu'on pouvait deviner dans le craquement du bois ou le soupir des pierres. La mémoire de la cité devint confuse et entremêlée. Les enfants, privés de repères, se firent narrateurs d'histoires particulières,
où la réalité se mêlait à des rêves anciens. On n'entendait plus le tintement des coupes lors des fêtes, plus les échos des danses harassantes. La nuit, on veillait longtemps, assis l'un près de l'autre, cherchant une chaleur que les murs n'offraient plus. On apprit à reconnaître l'absence presque aussi précisément que la présence. Un coin de tapis, l'empreinte floue d'un pied sur la poussière, un vase oublié sur le seuil. Certains soirs, il semblait pourtant que la cité tout entière retenait son souffle, suspendue à l'espoir d'un miracle, d'un retour du passé. On croyait deviner dans le vent une parole rassurante, un signe venu des temps meilleurs. Ceux qui priaient le firent avec plus d'ardeur, cherchant dans la lueur tremblante d'une chandelle la figure effacée des anciens dieux. Mais le silence demeurait, entêtant, insensible aux supplications, à la ferveur. Une nuit, un orage éclata à la lisière de la plaine. Les premiers roulements, sourds et lointains, réveillèrent la cité comme un cœur qui bat. On sortit dans la cour, les yeux levés, cherchant à capter la fraîcheur d'une averse promise. Mais la pluie s'arrêta au seuil, n'offrant que quelques gouttes, aussitôt avalées par la terre assoiffée. L'éclair illumina un instant les toits Crévus, les murs lézardés, les pavés disjoints. Un frisson parcourut la ville, semblable à celui d'un voyageur qui comprend que nul abri ne l'attend. Le lendemain, l'air semblait plus lourd, doué d'une étrange clarté. On croisa moins de monde dans les rues. Dans les maisons, les familles repassaient les inventaires. Que restait-il de loques, de grains, de souvenirs à protéger? Le marché ne tenait plus qu'une matinée chaque semaine. L'odeur du pain chaud n'imprégnait plus l'air. Les voix se faisaient basses, la prudence murmurante devant l'inconnu. Parfois, une silhouette traversait la place et disparaissait dans une ruelle, comme un fantôme soucieux de ne pas troubler les autres. Certains décidèrent de partir, guidés par la sensation que rien ne pouvait revenir, que la cité était devenue l'écho d'elle-même. Ils s'enfuirent à la nuit tombée, jetant un dernier regard sur les tours érodées, sur les arbres maigres alignés le long de la muraille. Ceux qui restèrent, moins nombreux, virent s'éteindre les lumières l'une après l'autre. Les jours passèrent, indistincts, rythme monotone fait de tâches essentielles et d'abandon silencieux. Nul ne sait vraiment comment la cité disparut. Peut-être fut-elle trop lourde de souvenirs, trop fragile de promesses. Peut-être que tout, après tant de siècles, s'était conjugué pour l'étouffer, ou au contraire, pour l'inviter au repos, à la dissolution. De loin, ceux qui cheminaient sur la route autrefois battue par des foules ne voyaient plus que des toits effondrés, un clocher penché, un alignement improbable de pierres rongées. Le vent glissa bientôt là où passaient jadis les processions, ne soulevant plus que de la poussière. Après le départ des derniers habitants, la nature reprit peu à peu ses droits. Les ronces surgirent des fissures, rampèrent sur les tuiles, infiltrèrent les caves oubliées. Les chacals rôderaient sous les porches, où autrefois résonnaient les rires et les pas hâtifs. Les oiseaux bâtirent leurs nids dans les poutres effondrées. L'eau, capricieuse, visita à nouveau la ville mais ne s'attarda pas, préférant s'insinuer entre les pierres, détacher peu à peu les liens qui retenaient les murs. La lumière du soleil de midi caressait la savane africaine, effaçant peu à peu la fraîcheur persistante des brumes matinales. Une troupe d'hommes maigres, bottés de cuir usé, avançait d'un palace sur la terre rouge, leurs chemises collées au dos, les cols ouverts sous l'implacable chaleur. Ils suivaient un guide muet, dont le pas rythmique fendait les hautes herbes jaunes et menait, on le leur avait promis, à quelque chose d'extraordinaire. L'Afrique australe, en ce 19e siècle impatient de découverte, fascinait les Européens de ses voix murmurantes, des rivières, des fauves et des ruines dont le souvenir avait traversé des générations. Lorsque les hommes atteignirent la crête, ils s'arrêtèrent d'un bloc, abasourdis par ce que leur regard embrassait. Des murs de granit, haut perchés, sinuaient sur la colline, serrant dans leurs bras les vestiges d'une citadelle au silence étranger. Les blocs, ni taillés ni mortiers, s'empilaient, solides et vieux comme la terre. Ils encerclaient une cour où l'herbe poussait drue, envahissant autrefois les solennelles salles de pierre,
les passages étroits et les tours écroulées. Une ruine, disait-on, qui défiait le temps et la mémoire des hommes. Le chef du groupe, un certain monsieur Coventry, natif d'Angleterre et doué d'un regard perçant, s'approcha lentement de la muraille principale. Passant ses doigts sur la surface rugueuse, il sentit la trace insistante de vieux outils, la marque de mains humaines. Derrière lui, ses compagnons murmurèrent, subjugués par la grandeur paisible du lieu. Aucun marcheur n'aurait pu fabriquer cela, pensait-il. Aucun peuple dont il connaissait l'histoire ne pouvait revendiquer ce gigantesque travail. Autour d'eux, la poussière du temps ranimait ses propres souvenirs. Ils se partagèrent le silence, écoutant le souffle du vent dans les pierres et le piaillement d'un oiseau furtif. Puis, d'un commun accord, ils se mirent à explorer. Des jours durant, la petite troupe arpenta les ruines, notant plans, relevés, faisant grincer la pointe de leur stylo sur le papier rêche de carnets épais. Ticketson, le naturaliste de l'équipe, se pencha sur des fragments de poterie dans une cour interne, notant la finesse des motifs géométriques incisés. Coventry, quant à lui, cataloguait les salles, comptait les entrées, couvrait chaque pierre d'un regard de possesseur. Ils interrogeaient parfois leur porteur Shona, entendant des légendes murmurées dans une langue sinueuse que le traducteur avait du mal à rendre en anglais. La rumeur de cette découverte s'étendit rapidement. Chacun, sur la ligne fragile du télégraphe ou par les bouches du marché, raconta les murailles de granit, les terrasses, la tour conique qui défiait les lois de la gravité. Les rapports remontèrent jusqu'en Europe où le monde savant, confortablement installé dans ses fauteuils de cuir, discuta avec ferveur de la mystérieuse cité cachée au cœur de l'Afrique. La question, simple, devint obsessionnelle. Qui avait construit ces ruines? Pour l'œil habitué des Européens du XIXe siècle, éduqués à l'idée que l'Afrique n'était qu'un vaste continent vierge, sans histoire et sans monument, le spectacle des murs de pierre heurtait crûment l'intime conviction. Les uns, plus pragmatiques, proposaient qu'il s'agisse là d'un ancien poste de traite arabe. D'autres, exaltés par les lectures d'Hérodote et de Platon, rêvèrent immédiatement de civilisations éclipsées, de peuples révolus dont l'ombre s'étendrait jusqu'à ces collines du sud africain. Chacun, avec une fierté mêlée de crainte, voulut assimiler ce secret. Des lettres furent échangées, des articles fleurirent dans la presse savante de Londres. On invoqua les Phéniciens, ces marins de l'Antiquité, cravachant la mer et les terres inconnues pour y semer comptoirs et sanctuaires. Les plus audacieux suggérèrent l'Atlantide, invoquant l'harmonie des proportions, certains motifs retrouvés gravés sur les murs. C'était là, pensait-il, le vestige d'une cité miraculeusement préservée, bâtie par les peuples qui avaient traversé mer et légende. Les Anglais, porteurs de la foi d'être au centre du monde, s'érigèrent en nouveaux chroniqueurs de ce passé qu'ils découvraient, tout en le réinventant selon leur propre mythologie. À mesure que ces idées se figeaient dans les esprits, la cité ancienne devenait l'enjeu de fantasmes et de rivalités. Certains explorateurs, de retour en Europe, présentèrent devant des académies ébahies des dessins hâtifs et des fragments de pierre couverts de symboles, persuadés d'avoir déterré les preuves d'un passage phénicien sur la terre africaine. Un professeur, au nom retentissant de Sir Humbleton, fit publier un ouvrage épais, illustré de gravures finement gravées, où il associait cartes marines antiques, récits bibliques et affirmations à peine étayées. L'ouvrage connut un succès aussi rapide qu'éphémère, nourrissant l'imagination d'amateurs et d'aventuriers. Les populations locales, témoins discrets de ce ballet d'hommes étrangers, observaient les Européens retourner la terre, grimper sur les remparts, dessiner leurs fantasmes sur le papier. Elles murmuraient leurs propres histoires, qui parlaient de rois, de reines et de pierres indestructibles, de bétail et d'or. Mais aux questions curieuses et pressantes des nouveaux venus, elles répondaient à demi-mot, sachant que personne n'entendait vraiment leur vérité. L'Afrique parlait sa propre langue. Ceux qui la visitaient n'entendaient que l'écho de leur propre légende. Au fil des mois, d'autres expéditions vinrent inspecter la ruine. Chacun effectua ses propres mesures, dressa ses propres hypothèses.
Certains notèrent la ressemblance entre les motifs incisés sur les pierres et ceux des céramiques trouvées à Carthage. D'autres jurèrent que les techniques de construction, sans mortier ni liant, étaient la marque d'ingénieurs étrangers venus de Méditerranée, bien avant les invasions arabes. Elgin, un archéologue opiniâtre, passa plusieurs étés au pied de la muraille, étudiant le granit, les passages complexes, la disposition des salles. Peu à peu, la cité devint le théâtre d'une querelle de drapeaux et d'égos, où chaque hypothèse, si fantaisiste fût-elle, trouvait ses partisans. La rumeur de l'or, colportée par des chasseurs de trésors, attira de nouveaux aventuriers. Sous prétexte de recherche, ils creusèrent, pillèrent, emportèrent des objets qui disparurent à jamais. Les murs séculaires commençaient à souffrir des assauts répétés de ces visiteurs avides, qui n'entendaient dans le silence que le fracas de leurs propres ambitions. Parmi eux, un scientifique allemand, le docteur Bauer, observa un matin la lumière du jour jouer sur les pierres froides de la grande tour. Accompagné d'un assistant local, il grava soigneusement ses impressions sur son carnet. Ces murs n'appartiennent pas à la mer, ni aux colonisateurs. Ils émergent du sol comme une pousse du gneiss, vieux, ancré, autochtone. Ils parlent la langue du vent et des collines alentours. Mais, seul contre la foule des théories exotiques, personne n'écouta ces paroles discrètes. On préférait les épopées de marins perdus, les fables dorées de royaumes submergés par les eaux. Dans les salons londoniens, la nouvelle de la cité mystérieuse suscita des débats. À la lueur des lampes à pétrole, des dames élégantes et des hommes à favoris dégustèrent thé et biscuits, tout en discutant des origines probables de la cité africaine. Certains lisaient à voix basse les derniers articles de la Royal Geographical Society, d'autres, plus romantiques, ravivaient la flamme des mythes antiques. Durant ces longues soirées, Coventry, de retour en Angleterre, se vit courtisé par les amateurs d'arcanes. On le pressa de raconter ses aventures, on le questionna sans relâche sur les particularités de la construction, la hauteur des murs, la nature du sol. Il se prit au jeu, enjolivant parfois ses récits d'anecdotes pimentées, tout en taisant la vérité la plus évidente. Jamais il n'avait su, au fond, qui étaient les bâtisseurs. La question demeurait entière, posée dans les regards et sur les lèvres. Certains érudits, insatisfaits des théories européennes, proposèrent d'analyser les traditions orales des autochtones. Mais leur voix, faible, se perdit dans le tumulte des certitudes venues de loin. Une génération entière de chercheurs et d'archéologues poursuivit la quête de l'identité des bâtisseurs, reléguant les indigènes au rang de simples témoins impuissants. Eux, à leur manière, continuaient de vivre leurs récits, que les ombres des vieux rois venaient écouter à la faveur des feux du soir. Jour après jour, la lumière dorée du couchant nappait de mystère les vieilles pierres. À l'heure où les explorateurs repliaient leurs tentes, où les porteurs Shona s'en retournaient vers les villages, la ruine retrouvait sa solitude, murmurant, sous la brise, toute la mémoire qu'on refusait de l'entendre. Si, parfois, un léopard traversait la cour en silence, on aurait dit l'esprit d'un ancien roi, venu vérifier que la cité sommeillait encore. Avec le temps, les murs fatigués par les explorations avides commencèrent à se couvrir de fissures et de traces. Pourtant, debout contre tout, ils résistaient, défiant les tentatives d'appropriation. Dans les rapports savants, on accumula les déductions et les inventions, on dressa des cartes où l'imaginaire dessinait d'autres mondes sur la carte d'Afrique. Les voix locales, elles, continuaient de raconter, loin des oreilles des visiteurs, ici vécut un grand peuple, qui savait domestiquer la pierre et l'or, un peuple qui n'a pas d'autre tombeau que le ciel étoilé. Au fil des saisons, la draisine du progrès laissa d'autres traces sur la steppe. Des routes de fer se dessinèrent, le bruit du métal et de la vapeur parvint jusqu'aux collines. Des voyageurs plus nombreux vinrent à la cité, écoutant les échos des livres et des mythes, posant des questions auxquelles chacun croyait déjà connaître la réponse. Le site, désormais balisé, marqua une frontière entre le soleil se levait lentement sur l'enceinte millénaire, jetant des rayons d'or pâle sur les pierres sèches de la grande muraille.
L'air était encore tendre, parfumé par la rosée qui s'attardait, silencieuse, sur les hautes herbes endormies. Alors, dans le calme subtil du matin, un autre souffle semblait émaner des vestiges, éveillant les angles austères et les courbes surprenantes de ce qui avait été la cité. Le grand Zimbabwe. La lumière filtrait à travers la brume légère, se posant un instant sur la main écartée de Tariro, arrêté devant une pierre taillée. Les archéologues arrivaient avec la journée, silhouettes disciplinées déambulant parmi l'éveil des insectes, instruments à la main, carnet prêt à recevoir jusqu'au secret le plus délicat. Tariro sentit la chaleur familière d'une journée qui promettait son lot de découvertes. Depuis plusieurs années, elle explorait la terre, creusant à la fois dans la mémoire des hommes et dans celle, plus ancienne, des pierres. Chaque mot glané le soir auprès des anciens, chaque fragment déterré de l'arête des murs, était comme une pièce d'une toile plus vaste, un récit de ténacité et de beauté, trop longtemps renié. Ce matin-là, quelque chose flottait dans l'air, une attente fiévreuse, alors que les outils s'entrechoquaient doucement dans leurs paniers et que les cahiers s'ouvraient sur la table de fortune. Les fouilles s'accéléraient au sud, près du Conic Tour, et les découvertes s'enchaînaient. Un morceau de poterie décorée, une perle de verre, une pointe d'ardoise gravée. À chaque mouvement de pelle, le passé surgissait, libre enfin d'être révélé. Une équipe s'était réunie à l'ombre d'un figuier, où la terre semblait plus meuble. Il faisait bon entendre la voix profonde de Lennox, ancien du village, rire entre les coups de brosse légère. C'était lui qui, petit, avait grimpé sur ces pierres interdites, rêvant de mystères et de trésors, jusqu'à comprendre que la vraie richesse était autre part, inscrite dans la fierté de son peuple, dans le silence entendu des vieux murs. Aujourd'hui, il guidait les chercheurs, pointant du doigt l'assise ingénieuse d'un mur, l'alignement précis pris par-delà les siècles. La matinée se déroulait dans une harmonie subtile. Tariro et Lennox conversaient à voix basse, échangeant parfois un regard complice face à la redécouverte de ce qui leur avait été présenté, enfants, comme un mystère étranger, une énigme dont la solution ne pouvait qu'être venue d'ailleurs. Pourtant, à chaque lame polie trouvée, à chaque vestige d'un foyer domestique, la compréhension grandissait. C'était ici, dans cette vallée, qu'un peuple avait bâti une ville puissante. La cité n'était pas une anomalie, mais le témoignage d'un savoir transmis, d'une intelligence collective enracinée dans la terre africaine. L'équipe s'était peu à peu constituée en famille, rassemblant des jeunes chercheurs venus d'universités lointaines et des habitants du cru, pour qui chaque pierre avait une mémoire. Chacun ressentait, avec une sorte de gravité joyeuse, l'importance de cette entreprise. Rendre la parole à la pierre, laisser la cité raconter son histoire. Il y avait, dans chaque rire sous la tente, dans chaque question posée à voix haute, le sentiment de briser un silence trop long. Lorsque vint le moment de l'inventaire, à midi, l'équipe rôtissait doucement sous le ciel bleu, partageant fruits et galettes. Tariro contempla la petite table anarchique chargée de trouvailles. Un bijou de cuivre passait de main en main, les reflets du soleil dansant sur sa surface usée. Lennox raconta alors la légende du roi Mapingubu, venu d'un autre temps, qui aurait échangé de l'or contre du savoir. Les mots flottaient dans l'air chaud, se mêlant aux odeurs de terre et de sueur. Bientôt, vint le temps de comparer. Les relevés étaient soumis à l'analyse, les fragments consignés sur des feuilles quadrillées. Les preuves s'accumulaient. Ici, une poterie avec un motif distinctement shona. Là, des outils révélant un mode de vie complexe, organisé. Plus loin, des inscriptions stylisées, témoignant de pratiques culturelles originales. Au fil des jours, s'esquissait avec netteté l'histoire d'un peuple bâtisseur, inventif, ardent à vivre et à transmettre. Un après-midi, alors que l'ombre des arbres s'étirait sur les ruines, Tariro s'attarda devant un segment de mur, finement appareillé. Elle s'agenouilla, passa le doigt sur la surface. Les pierres, sans mortier, tenaient par l'art des anciens. L'aplomb des parois semblait défier la raison. Chaque chose était à sa place, imbriquée avec intelligence, défiant le temps.
Aucun doute n'était permis. Cela n'appartenait ni aux mythiques Phéniciens, ni à quelques peuples venus de l'Est. La cité était le fruit de ceux-là même qui cultivaient ses champs, qui narraient ses contes quand venait le soir, qui n'avaient jamais quitté la terre fertile du Zimbabwe. La mémoire bousculait alors des années de récits imposés. L'image véhiculée par les premiers arrivants d'Europe, celle d'une Africaine incapable de bâtir, venait s'effriter. Trop longtemps, on avait dénié aux Shona la capacité de concevoir et d'ériger une cité d'une telle ampleur, préférant inventer des légendes étrangères. Pourquoi ? La réponse flottait, triste et tenace, dans le regard de Lennox. Nier le génie des premiers occupants, justifier la prise de leurs terres, asseoir un récit qui ne leur appartenait pas. Pourtant, la vérité, patiemment extraite, irréfutable, s'imposait. Les datations au carbone, relançant sans cesse la chronologie, ramenaient inlassablement la naissance de la cité entre le Xi et le XV siècle. Le style des poteries, l'art de la taille de la pierre, le tracé des rues étroites, tout parlait en faveur des Shona. Une civilisation raffinée, organisée autour du commerce, des rituels collectifs, d'un savoir-faire architectural hors du commun. Rien n'avait été importé. L'Afrique, ici, prouvait son génie. Les soirs, autour du feu, l'équipe débattait longtemps. Des souvenirs d'anciennes lectures se mêlaient aux voix profondes des gardiens. Les étoiles s'allumaient sur la colline et chacun sentait, dans le silence vibrant, la force du récit retrouvé. Lennox plaisantait, lançant à la volée un proverbe Shona, « Une pierre n'oublie jamais le chemin qu'elle a suivi ». Cela faisait rire doucement Tariro, qui, les bras autour des genoux, laissait son regard se perdre vers l'horizon. Elle mesurait combien il avait fallu de patience et de cœur, combien il avait été douloureux aussi pour les ancêtres d'être niés. Au fil des semaines, les enquêteurs de l'histoire établirent la continuité de l'occupation. De simples cabanes de bois avaient cédé la place à des murs de granit, puis à des monuments imposants, signe d'une stratification sociale raffinée. Les riches échanges que révélait la présence de perles ou de céramiques venues de lointaines côtes soulignaient encore la vitalité de la ville. Mais ce qui frappait surtout, c'était l'audace technique, la capacité à dompter la matière, à organiser l'espace sans plan écrit, mais selon une vision profondément intuitive de l'harmonie. Tariro se souvenait, enfant, avoir entendu la vieille Madzi Baba raconter que les pierres recelaient un souffle. Qu'en posant l'oreille contre la muraille, on entendait la chanson du passé, tissée de 1000 voix. À présent, elle comprenait. Les pierres parlaient, elles vibraient de la mémoire de ceux qui les avaient choisies, portées, posées. À leur façon, elles réclamaient justice et reconnaissance. Le dernier mois des fouilles approcha, et avec lui, une effervescence nouvelle. Les résultats convergèrent sans appel. Dans l'une des allées, la découverte d'une aiguille à chat minuscule fit sensation, témoignant d'une maîtrise du travail du métal remarquable à l'époque. Plus au nord, une broche en ivoire ciselé reposait encore sous une couche de poussière, intacte. Tariro, en extirpant ce vestige, sentit sous ses doigts le contact du passé. Qui avait porté cette broche? Quelle femme, quel homme l'avait oubliée dans la précipitation d'une fuite ou lors d'une cérémonie? Les vestiges ne livrent jamais tout, ils invitent seulement à écouter. C'est lors de l'inventaire final que Tariro, entouré de ses collègues, fit la synthèse de ses années de travail. Une bibliothèque de preuves, toutes orientées vers la même conclusion. La cité n'est pas un mirage laissé par des étrangers, c'est le reflet du génie Shona. Les cérémonies de clôture approchaient. Pour la première fois, chercheurs et habitants préparèrent ensemble la fête, comme une guérison. La ville silencieuse, alanguie sous le soleil, allait vibrer de chants nouveaux. Le soir venu, les braises rougeoyaient, et le tam-tam résonnait dans la vallée. Les anciens délièrent leur langue, évoquant la grandeur d'antan, et les plus jeunes déclamaient des poèmes inspirés par la fierté retrouvée. Ce fut Lennox qui prit la parole alors, d'une voix douce, grave. Il raconta comment, enfant,
On leur avait dit que les murs étaient l'œuvre d'un peuple disparu, d'anciens venus d'au-delà de la mer. Il confia la blessure d'avoir été dépossédé de sa propre histoire. Puis, il brandit un éclat de pierre trouvé ce matin, le tendant à la ronde comme un talisman. Maintenant, nous savons. Cet éclat, il est de chez nous. Cette muraille, elle est à nous. Un silence respectueux suivit, puis la troupe éclata de rires et d'acclamations. Chacun sentait la justesse du moment, le poids des siècles s'allégeant sur les épaules. On chanta toute la nuit, la vallée regorgeant d'échos. Au matin, alors que la brume réapparaissait, Tariro s'éloigna pour un dernier tour. Elle longea le grand rempart, salua les arbres tordus par le vent, s'arrêta devant un PAN de mur incandescent sous les premiers rayons. Elle posa la main sur la pierre, ferma les yeux. Elle pensa à ceux qui, au sein d'une époque troublée, s'étaient levés pour rappeler la vérité, l'avaient retrouvée au prix de 1000 efforts, de 1000 tergiversations. Désormais, le silence ne tomberait plus. Les rapports écrits, traduits dans plusieurs langues, bientôt diffusés partout, renouaient avec ce que la terre n'avait jamais oublié. Pour nombre d'aidant la lumière dorée d'un soir africain, où le soleil se fond lentement dans l'horizon, Great Zimbabwe se dresse, immobile, face au poids des siècles. Les murailles de pierre, silencieuses et massives, conservent la mémoire de ceux qui bâtirent leur grandeur sur ces terres, à la lisière des savanes infinies, entre le ciel vaste et la terre ancestrale. Ce lieu, dont les légendes chuchotent encore aux oreilles des visiteurs attentifs, demeure tel un secret enveloppé dans les voies du vent et des nuits étoilées. Le sol, composé d'une poussière légère et brillante, porte les pas de milliers d'hommes et de femmes venus, jadis, en quête de fortune, de pouvoir ou d'abri. À mesure que le crépuscule s'épaissit, les ombres jouent sur les pierres, dessinant de vieux symboles, des silhouettes évanescentes qui paraissent franchir encore les seuils des demeures effondrées. Ici, chaque pierre fut posée par des mains habiles, chacune racontant l'histoire de la patience, de l'intelligence et de l'ambition humaine. En approchant des murs extérieurs, la puissance de l'édifice se fait sentir. Les blocs, empilés sans mortier, s'ajustent avec une précision qui défie la conception du temps. Ces murailles, larges et hautes, protègent en silence le trésor d'un peuple qui sut extraire l'or de la terre, dominer les échanges et l'art, et forger des alliances qui résonnèrent fort, bien au-delà de leurs frontières. Cette cité, naguère si animée, vibrante du tumulte quotidien, n'existe plus qu'à travers ses ruines. Pour les habitants des villages alentours, Great Zimbabwe n'est pas qu'un amas de vieilles pierres. C'est un sanctuaire dont les esprits veillent, une source de fierté, de fascination et d'humilité. Les anciens s'y rendent parfois, murmurant quelques mots à mi-voix, alors qu'ils effleurent du doigt les contours lisses de la maçonnerie. Dans le bruissement des acacias et le cri perçant des oiseaux nocturnes, il leur semble encore entendre les marchés bruyants, le rire des artisans, les tambours rugissant lors des fêtes de l'Empire. Le partage de la mémoire se fait surtout à la lueur des feux, dans la chaleur bienveillante des maisons de chaume. Les enfants, yeux écarquillés, écoutent le récit des rois puissants, des reines sages, des commerçants venus de terres lointaines. Ils s'imaginent déambulant dans les grandes cours, assistant à la foule colorée, aux offrandes de tissus et de perles, aux trésors acheminés depuis le lointain Orient. Devant eux, le passé prend la forme d'un monde entier, révolu mais indestructible. Great Zimbabwe occupe désormais une place sur la carte des trésors du monde, gardée précieusement par l'UNESCO, respectée par les voyageurs et chercheurs de tous les pays. Les visiteurs, qui traversent la savane pour toucher du regard la silhouette vaste du grand enclos, sont surpris par l'émotion qui les submerge face à l'œuvre du génie humain. Aucun bruit d'automobile, aucun parfum de modernité ne trouble cet endroit. Seul le chant du vent ou le croassement d'un oiseau viennent rompre le silence religieux qui protège les souvenirs. Ce soir-là, le ciel se teint d'un bleu profond, parsemé d'étoiles qui apparaissent, une à une, au-dessus des ruines. Dans la fraîcheur naissante, le parfum doux amer de la terre s'imprègne dans l'air, tandis que la brise fait frissonner les herbes folles.
On pourrait presque croire, en s'asseyant sur une pierre usée, que tout cela n'a pas disparu, que la vie court toujours entre ces murs, invisible et vibrante. Un vieux sage du village voisin marche à pas lents vers l'enceinte. Sa canne s'enfonce dans la terre meuble, et chaque mouvement est empreint de respect. Lorsqu'il atteint la plus ancienne porte, il retire doucement son chapeau, pose sa main droite sur la pierre, et murmure un salut dans la langue de ses ancêtres. Lui sait que ces murs renferment plus que des souvenirs. Il recèle l'héritage et le souffle d'une histoire commune. Il s'assoit, ferme les yeux, et, dans le silence, il écoute. Non pas avec ses oreilles, mais avec le cœur. Les bruits du passé ne sont pas tout à fait éteints pour qui sait les entendre. Là, des porteurs remontent la colline, chargés de ballots colorés, de paniers tressés, de lourds lingots d'or. Plus loin, on devine le bourdonnement d'une forge, le choc rythmé du marteau sur l'enclume, le froufroutement des étoffes importées d'Inde ou d'Arabie, le murmure des accords passés à voix basse sous le regard bienveillant du roi. Ce n'est là qu'une illusion, un fragment fugace suspendu entre deux temps, mais l'homme sourit. Il sait que l'empire disparu n'est pas mort, tant qu'il sera aimé et raconté. Tandis que la nuit s'épaissit, les animaux de la brousse viennent s'aventurer à la lisière des ruines. Un lièvre s'arrête, oreilles dressées, avant de disparaître dans un fourré. Une antélope passe furtivement, évitant les pierres tombées, sans perturber l'invisible équilibre du lieu. Même les animaux semblent respecter la frontière sacrée. Le sage, seul sous la lune, se met à psalmodier une ancienne prière, en offrande aux esprits de la ville. Les paroles, reprises par le vent, s'élèvent jusqu'aux étoiles, ou peut-être, pensent les anciens, résidant les yeux des souverains disparus. D'autres fois, ceux qui connaissent l'histoire de Great Zimbabwe se rassemblent pour partager leur légende. Il est dit qu'un trône fait d'ivoire repose encore quelque part, caché dans un souterrain inconnu. On raconte qu'aux nuits de pleine lune, le tambour du roi retentit, appelant les âmes dignes à comparaître. Certains affirment avoir vu, dans la brume matinale, des silhouettes vêtues de longues tuniques, cheminant sans bruit sous les hautes tours de pierre. Ainsi, l'absence laisse place au rêve, l'oubli à la magie. Au matin, le soleil perce l'obscurité, inondant la cité de sa lumière pure. Les lézards se réchauffent sur les murs, parés des couleurs de la terre et du feu. Les guides locaux, portant leur badge de gardien, mènent un groupe de visiteurs vers la grande enceinte. Ils s'arrêtent devant les pierres sculptées, montrent les motifs spiralés, les symboles souvent incompris. Chacun est attentif, cherchant dans ces vestiges le sens caché, le message secret laissé en héritage. Les guides expliquent patiemment le génie des bâtisseurs, l'ingéniosité de ceux qui, sans outils modernes, défièrent le temps par leur savoir et leur persévérance. Grande Zimbabwe, bien au-delà de son silence, parle à ceux qui viennent en quête de vérité, d'inspiration ou d'émerveillement. Elle interpelle le voyageur solitaire comme l'enfant du pays, l'invitant à s'interroger. Qui étaient-ils, ces hommes et ces femmes qui rêvèrent si haut? Quels espoirs animaient leur cœur et quelle peur les hantait? Derrière la pierre, sous la poussière, les réponses demeurent, prêtes à surgir dans un souffle de vent, une caresse de lumière, la vibration d'une corde ancienne. Pour les archéologues, chaque saison apporte de nouvelles trouvailles. Un fragment de poterie colorée, un bijou ciselé, une trace d'écriture ou un outil oublié. Chacun de ces objets, si minuscule soit-il, est accueilli avec un immense respect. Il témoigne d'une vie, d'un geste, d'une pensée. Sur les tables d'études, les spécialistes reconstituent l'histoire, pièce après pièce, redonnant chair à la cité et à ses habitants. Leur découverte, partagée avec le monde, alimente la fascination et l'admiration. Au fil des ans, des poètes, des peintres, des musiciens viennent s'inspirer des ruines. Certains s'installent des jours durant, observant la lumière glisser sur la pierre, s'imprégnant du silence. Les mots jaillissent, les couleurs éclatent, les chants résonnent. D'autres réalisent des films, écrivent des livres, composent des mélodies,
cherchant à capter l'essence vivante du lieu. Great Zimbabwe, tel un miroir intemporel, renvoie à chacun la quête de son origine et de son destin. Des milliers de kilomètres plus loin, dans les grandes cités du continent et du monde, l'image de la cité rayonne. Elle est inscrite dans les manuels, dessinée dans les salles de classe, racontée dans les spectacles, célébrée lors de grandes fêtes nationales. Pour beaucoup en Afrique australe, c'est une source de fierté, symbole de l'ingéniosité et du courage des ancêtres. Ici fut prouvé que l'Afrique a bâti, rêvé, inventé, bien avant que d'autres s'en rendent compte. À travers Great Zimbabwe, l'histoire du continent se dresse, digne et sans appel, effaçant les ombres du doute et du silence imposé. Dans l'intimité des foyers, l'évocation de la ville sacrée suscite l'humilité. Hommes et femmes, jeunes et vieux, se tiennent la main en pensant à ceux qui les précédèrent, à ceux qui inventèrent des langages, des coutumes, des lois. Ils songent à la transmission, à ce qui demeure quand la pierre s'effondre, ce que nul temps ne saurait dissoudre, la mémoire, l'identité, la volonté de se souvenir. Sous la lueur vacillante d'une bougie ou au son des premiers oiseaux matinaux, ces réflexions tissent des liens invisibles, unissent les vivants et les morts, et confèrent à chacun sa juste place dans la longue fresque du temps. Parfois, un enfant demande « Pourquoi le royaume n'est-il plus? Où sont partis ceux qui régnaient ?» Les adultes répondent avec pudeur, évoquant les épreuves, l'usure des années, les invasions, les sécheresses, le destin qui emporte les hommes, les empires, mais laisse toujours, quelque part, un signe, une empreinte. Ils montrent les ruines, fiers et dignes à la lumière de la lune, et soufflent, ils sont là, dans chaque pierre, chaque rêve, chaque histoire que nous racontons. À la saison des pluies, le paysage autour de la cité change. Les champs verdissent, les rivières grossissent. La rosée dépose des perles sur les herbes, et le bourdonnement de la vie s'intensifie. Quelques rares fleurs poussent même dans les fissures des murs, défiant l'immobilité. Grand Zimbabwe semble alors renaître, enveloppé de vapeur matinale, auréolé. Merci d'avoir suivi cette histoire. N'oubliez pas d'aimer, partager et vous abonner à Saga Ancestrale pour d'autres récits fascinants. À bientôt!